Après des heures à tracer notre route à travers l'Allemagne, la fatigue commençait à s'installer. Mais l'excitation nous portait. La route s'étirait devant nous, bordée de forêts denses et de petits villages. Le temps semblait s'être arrêté. Alors que nous approchions de la frontière, une légère tension montait dans la voiture. Ce moment où l'on traverse la frontière a toujours quelque chose de solennel. Le GPS nous annonce « Bienvenue en Pologne ». La route tout à coup changea de texture, les panneaux devinrent des mots incompréhensibles, mais remplis de promesses et d'aventures. Les champs verts s'étendaient à perte de vue, ponctués par de petites maisons aux toits rouges, et des églises qui semblaient tout droit sorties des cartes postales. On se sentit immédiatement à l'aise, comme si le pays avait été fait pour être exploré à notre rythme. La Pologne s'étend sur une superficie de 312 000 km², ce qui en fait un des plus grands pays de l'Union européenne. Elle est bordée par l'Allemagne à l'ouest, la République tchèque et la Slovaquie au sud, l'Ukraine, la Biélorussie à l'est et par la mer Baltique au nord. Découvrez un pays où la nature règne en maître, où l'histoire se murmure à chaque coin de rue et où chaque moment est une invitation au voyage. Des villes où le passé et le présent s'entrelacent pour créer un univers unique. Cracovie, Gdańsk, Varsovie, chaque ville a son histoire à raconter. Respirez l'air pur des montagnes, perdez-vous dans les forêts ou détendez-vous sur les plages de la mer Baltique. La Pologne, c'est aussi une culture vibrante, des traditions riches, une cuisine qui vous invite à chaque bouchée à découvrir l'âme du pays. Venez découvrir la Pologne. Un voyage authentique vous attend, où chaque instant devient un souvenir inoubliable. Après un voyage éreintant, nous avons enfin posé nos valises dans notre premier logement. Ce n'est pas un logement de luxe, mais après de longues heures de route, il représentait un véritable havre de paix. Les draps étaient frais et le silence nocturne nous a enveloppés dans une nuit bien méritée. Le lendemain matin, un petit déjeuner simple mais copieux nous a redonné des forces pour la journée à venir. C'est ainsi que le ventre plein et l'esprit léger, nous avons pu prendre la route pour Cracovie, la perle de la Pologne.
Cracovie est une ville d'histoire. En arpentant ses rues, on ressent immédiatement son ambiance empreinte de siècles de culture et de tradition. Le cœur de Cracovie est sans aucun doute la place du marché, l'une des plus grandes places médiévales d'Europe, entourée de bâtiments aux façades colorées et ornées. La place est un véritable théâtre en plein air, où se croisent artistes de rue, calèches tirées par des chevaux et habitants en quête de produits frais au marché. En son centre se dresse la Halle aux Draps, un bâtiment emblématique qui abrite aujourd'hui des étals d'artisanat locaux. Quelques pas de là, la basilique Sainte-Marie attire tous les regards, avec ses deux tours asymétriques. Selon la légende, deux frères furent chargés de la construction de la basilique. Chacun avait la responsabilité de construire l'une des deux tours de la basilique. Les deux frères ont développé une rivalité au fil du temps. L'un d'eux, ne supportant pas de voir son frère construire une structure plus haute que lui, l'a poignardé à mort. Ne pouvant achever la tour, le deuxième frère fut accablé de regrets et se donna la mort. Le deuxième conte concerne le célèbre trompettiste, dont la musique peut être entendue à chaque heure de la journée, depuis les fenêtres de la plus haute tour de la basilique. Cette coutume est née au Moyen-Âge. À cette époque, le trompettiste qui souffle dans le clairon est chargé d'annoncer la fermeture et l'ouverture des portes de la ville, ainsi que la présence de dangers potentiels, tels que des envahisseurs. Un jour, alors que des adversaires s'approchent, le trompettiste décide de sonner du clairon pour alerter la ville de l'arrivée prochaine d'assaillants. Alors qu'il jouait de son instrument, une flèche ennemie l'atteignit à la gorge, interrompant la chanson qu'il jouait. La légende a été entretenue et toutes les heures, la musique du trompettiste s'arrête brusquement. L'intérieur de la cathédrale est éblouissant. La basilique renferme un retable de style gothique. Impossible de ne pas être subjugué par la beauté du travail, qui capture le regard dès que l'on pénètre dans la basilique. Ce retable est considéré comme l'un des plus exquis du Moyen-Âge. Il a fallu près de 10 ans à son concepteur pour le réaliser. Le retable sous la forme d'un triptyque s'ouvre et se ferme pour exposer 12 tableaux représentant les épisodes de la vie de Marie et du Christ. Plus de 200 figurines ont été sculptées pour cette production. Les dimensions de ce retable sont imposantes. Dans la position ouverte, il mesure 11 mètres de large et plus de 13 mètres de hauteur.
nous avons repris notre calèche pour traverser Cracovie. Les sabots des chevaux résonnent doucement sur les pavés. La balade est pittoresque, offrant des vues imprenables sur les ruelles médiévales. Nous nous dirigeons vers la colline de Wawel où se dresse son majestueux château. D'un pas décidé, Martine se dirige vers le guichet. Ticket à la main, nous franchissons l'entrée du château, prêts à nous plonger dans l'histoire fascinante de ce lieu emblématique, où chaque pierre semble murmurer des récits d'un autre temps. Résidence historique des rois depuis le XIe siècle, le château de Wawel est un véritable joyau de l'art roman, gothique et Renaissance. Il renferme des collections inestimables. Avec son sanctuaire chrétien et son château, Wawel symbolise depuis le XIe siècle l'union du pouvoir religieux et du pouvoir séculaire. Concentré autour du bâtiment de la cathédrale, à la fois lieu de couronnement et sépulture des rois polonais, et aujourd'hui aussi le site du panthéon des hommes illustres polonais. Mais Cracovie, c'est aussi le quartier Kazimierz, autrefois cœur vibrant de la communauté juive. Aujourd'hui, c'est un quartier branché où les cafés, les galeries d'art et les synagogues côtoient une ambiance bohème. Les rues à l'étroite, pleines de charme et d'espoir, vous invitent à flâner et à découvrir les secrets cachés de la ville. Alors vous remarquerez que la seule personne qui a un rivière, c'est ma chérie. Moi, je fais abstinence en ce moment. C'est normal, c'est moi qui ai conduit. Ah oui, c'est ça. Venu de ce midi. Pierrogui. Pourquoi tu fais ça? Bah, juif. Ah oui. Pierrogui. Pierrogui. Non, Guy. Pierrogui. Pierrogui. Ah, qu'est-ce que c'est les pierrogui, ma chérie? Explique-nous. Alors, ce sont des pâtes farcies, cuites à la vapeur, alors variantes, avec fromage, ou champignons, ou patates. Voilà. Des pierrogui.
Il faisait froid ce matin-là, et ce froid semblait peser sur l'atmosphère sinistre. Nous nous tenions devant d'immenses grilles de métal rouillé. Passionnés par les récits du passé, et Martine toujours en quête de capturer les fragments d'histoire oubliés, nous étions venus à Auschwitz pour ressentir ce que des milliers d'âmes avaient enduré. Mais nous n'étions pas préparés à cette triste réalité. En entrant dans ce camp, un silence lourd, aucun oiseau ne chantait, comme si la terre elle-même portait le poids des horreurs qui s'étaient déroulées ici. Nous pénétrons dans un baraquement. À l'intérieur, l'air est oppressant. Des rangées de lits superposés remplissent l'espace. 700 personnes sont tassées ici dans les dortoirs, dormant à 3 ou 4 par lit. Affamés, battus, malades, des corps décharnés, des regards vides de tout espoir. Nous nous sommes dirigés ensuite vers les douches, le lieu où les déportés pensaient se laver après leur voyage harassant dans les wagons bondés. Nous nous tenions devant les portes de ces douches. Ici, l'eau ne coulait pas, mais seulement la présence d'un gaz mortel. Des milliers de vies furent brutalement éteintes dans ces pièces. Nous sommes passés ensuite dans les crématoriums, où les corps des victimes étaient réduits en cendres. Une odeur fantôme semblait encore planer dans l'air. Devant les montagnes de chaussures, les cheveux entassés dans les vitrines, les prothèses, les vêtements d'enfants, la réalité s'abattait sur nous. Ces simples objets devenaient les derniers témoins d'un crime impensable. En quittant Auschwitz, nous avons pensé ne pas seulement visiter un lieu historique, mais pénétrer au cœur même de l'inhumanité. Dans les profondeurs obscures des mines, loin de la lumière, des vies se sont tissées à travers les siècles, parfois brisées par des dangers silencieux de ces mondes souterrains. Imaginez-vous dans la ville de Wielinska, une mine de sel où les hommes descendaient chaque jour dans les tunnels sombres, leurs lampes vacillantes faiblement et leur souffle résonnant contre les parois humides du sel. Un jour comme les autres, les hommes descendaient dans le ventre de la terre, guidés par leurs habitudes et le désir de subvenir aux besoins de leur famille. Ce jour-là, quelque chose était différent, un murmure inquiétant dans les murs, une humidité plus dense qu'à l'accoutumée. Les plus anciens sentaient dans leurs os qu'une catastrophe se préparait, alors ils creusèrent, ignorant le pressentiment de danger imminent. Soudain, un cri déchira la mine. Les murs tremblèrent et l'eau glaciale et impitoyable jaillit d'une fissure de la roche. En quelques instants, les galeries les plus basses furent inondées. Les hommes hurlèrent pour appeler de l'aide, mais le fracas de l'eau noyait leur voix. Ils tentèrent de s'accrocher aux parois, leurs mains glissaient. Ils comprirent, dans ce dernier moment de conscience, que la mine, ce lieu qu'ils avaient appris à aimer, allait leur prendre la vie. Ils furent nombreux à perdre la vie ce jour-là. Des pères, des frères, des fils, tous emportés par l'eau traîtresse qui s'était infiltrée.
Quelques corps furent remontés, mais la mine gardait les autres comme un gardien jaloux de ses secrets. On raconte qu'on peut entendre parfois les voix de ceux qui ont perdu la vie, un écho des âmes qui n'ont jamais quitté les profondeurs. Aujourd'hui, les galeries de Wielinska sont visitées par des milliers de touristes, mais peu d'entre eux savent qu'ils marchent sur les traces d'âmes perdues. Les hommes de la mine de Wielinska ont voulu immortaliser cet événement tragique par des structures et chapelles délicates. Chaque salle résonne de leurs souvenirs. Après avoir entendu le récit de la mine de Wielinska, nous avons décidé de prendre la route pour aller fixer dans nos yeux et nos mémoires le destin tragique de ces hommes qui ont laissé leur vie dans les entrailles de la terre. Accompagnés de notre guide, nous nous sommes approchés d'une petite cage d'ascenseur qui devait nous conduire à 100 mètres sous terre. À notre arrivée, de vastes cavernes sculptées dans le sel. Les parois scintillent légèrement sous les éclairages. Notre visite se poursuit dans un dédale de tunnels pour découvrir des chapelles entièrement taillées dans le sel, des statues, des animaux, des mineurs. Et au détour d'un tunnel, c'est l'éblouissement. Nous restons bouche bée, une salle immense, des lustres qui pendent au plafond, des autels, des statues, des tableaux, le tout sculpté dans ce minéral blanc. Avant de quitter la salle, nous prenons plusieurs vidéos pour immortaliser ce moment. En parcourant les galeries, c'est à nouveau l'étonnement. Des personnages, des anciens mineurs de sel. Ces mineurs ont travaillé durant des siècles dans des conditions difficiles. Nous remontons à l'air libre. Nous sommes ravis et émerveillés par cette expérience unique. Nous pensons avoir traversé le temps sous terre, avec comme souvenir un peu de poussière de sel sur nos chaussures. Nous décidons de quitter la ville de Cracovie, où nous avons vécu des moments mémorables, pour découvrir une nouvelle facette de la Pologne. Nous quittons la ville pour emprunter la route qui nous mène au nord de la Pologne, dans une ville portuaire baignée par la mer Baltique, la ville de Gdańsk.
En arrivant à Gdańsk, nous sommes immédiatement frappés par le charme pittoresque du centre historique. Nous empruntons la rue du Marché, où se dressent des bâtiments aux façades colorées, richement décorés et témoins d'un passé prospère. Nous pas nous-mêmes devant la majestueuse fontaine de Neptune, symbole du lien profond entre Gdańsk et la mer. Cette ville, anciennement connue sous le nom de Danzig, a été le point stratégique sur les routes commerciales médiévales, et notamment la fameuse route de l'Ambre. Gdańsk a fait partie de la Ligue hanséatique, ce qui explique les influences allemandes visibles dans son architecture. Nous nous sommes laissés guider par les ruelles étroites, en admirant les maisons aux pignons élancés et les sculptures qui ornent les façades. Dans les méandres de la vieille ville, la Moldova coule paisiblement, portant en elle des siècles d'histoire. Au XIIIe siècle, Gdańsk devint l'un des ports les plus prospères de la mer Baltique. Des grains, des épices exotiques et des étoffes traversaient ses quais. Dans la Seconde Guerre mondiale, elle fut le témoin de la destruction de Gdańsk, une ville brisée par les bombardements. Mais la Moldova, tout comme la ville, renaît toujours. Aujourd'hui, elle est bordée par des cafés, des musées et par l'une des plus anciennes grues portuaires médiévales d'Europe, symbole de l'héritage maritime de Gdańsk. De passage à Gdańsk, nous ne pouvions pas s'en passer par le célèbre château de Malbork. Et c'est par une belle matinée et un air frais de la campagne polonaise que nous sommes arrivés au pied du château. Devant nous, d'imposantes murailles rouges,
est l'un des plus grands châteaux de briques du monde, une forteresse qui semble défier le temps. Martine est déjà en train de régler ses appareils pour capturer l'immensité du site. Nous traversons le pont-levis en bois, nos pas résonnent sur les pavés de la cour intérieure. Construit au XIIIe siècle, le château de Balmborg fut le cœur du pouvoir des chevaliers teutoniques, un ordre militaire religieux. Un édifice remarquable dont les murailles s'étendent sur plusieurs hectares. Des tours massives, des douves profondes accentuent son caractère défensif. À l'intérieur, on découvre une multitude de salles gothiques. Nous nous dirigeons dans les couloirs du palais du Grand Maître, une pièce splendide avec des voûtes gothiques impressionnantes. C'est ici que le Grand Maître discutait de la stratégie et de l'avenir de l'ordre. La chapelle Sainte-Marie est un autre joyau du château. Elle se distingue par ses vitraux colorés et par son architecture gothique. Le soleil commençait à décliner lorsque nous avons quitté Malborg. En nous éloignant, nous jetons un dernier regard sur ce majestueux château, fier et intemporel. Ce château est plus qu'une simple forteresse, c'est une véritable plongée dans l'histoire. Aujourd'hui, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous ne pouvions quitter Gdansk sans sentir l'appel de la mer Baltique, cette vaste mer au nord de l'Europe qui borde la ville. La brise marine légèrement salée caressait nos visages, tandis que nous contemplions l'horizon à l'infini. La Baltique, avec ses vagues calmes et ses nuances d'un bleu froid, avait vu passer des siècles de marins, de marchands et de guerriers.
C'est ici, dans cette ville au bord de l'eau, que l'une des révolutions les plus marquantes du XXe siècle a eu lieu. Gdansk, ancienne cité hanséatique, portait les cicatrices d'une histoire mouvementée. Mais c'est au cœur des chantiers navals de Gdansk, ce gigantesque complexe industriel baigné par la mer, que l'histoire prit un tournant décisif. En ces lieux résonnait le son des marteaux frappant l'acier, des machines et des ouvriers œuvrant pour construire des navires. Mais en août 1980, ce bruit de labeur s'arrêta. Ce jour-là, ce n'étaient plus seulement des navires qui se construisaient, mais l'espoir de tout un peuple. Les ouvriers fatigués de la répression, des salaires injustes et des conditions de travail dangereuses déclenchèrent une grève historique. À leur tête, un électricien au charisme inattendu, Lech Walesa, qui grimpa sur les grilles des chantiers, élevant la voix pour tous ceux qui ne pouvaient plus supporter le joug communiste. Son appel résonna dans le cœur des travailleurs, mais aussi dans toute la Pologne. Pendant des jours, les grilles des chantiers navals restèrent fermées. Ce n'était plus une simple grève, c'était un mouvement pour la liberté. Le syndicat Solidarność devenait l'un des symboles de la résistance pour des millions de Polonais. Le gouvernement communiste tenta de diviser, de menacer. La solidarité des ouvriers était inébranlable. Devant la détermination du syndicat Solidarność et de son leader Lech Walesa, un accord historique fut signé le 31 août 1980. Pour la première fois, un gouvernement communiste, par la signature de ces accords, reconnaissait leur défaite. Solidarność venait de changer le cours de l'histoire polonaise, mais aussi celui de l'Europe. C'est tout le bloc de l'Est qui commença à vaciller, entraînant avec lui la chute du rideau de fer. Aujourd'hui, les chantiers navals de Gdansk se dressent toujours près des eaux de la mer Baltique, comme un témoin immobile de cette révolution. Après plusieurs jours de voyage à travers la Pologne, nous avons quitté Gdansk, les souvenirs frais de la mer Baltique encore dans nos esprits. Notre dernière étape nous mène à Varsovie, la capitale, où nous clôturerons cette aventure. 5 heures nous séparent de notre destination finale. Les champs s'étendent à perte de vue, bordés par des forêts et des villages pittoresques.
Nous traversons de petites villes, le temps semble s'être arrêté avant de retrouver l'autoroute qui nous mène à Varsovie. La ville nous accueille dans un mélange de modernité et d'histoire, une juxtaposition de gratte-ciel et d'histoire. Une fois garés, nous commençons à explorer la ville à pied. Varsovie est une ville de contraste. La première chose qui nous frappe, c'est le palais de la culture et de la science, cette immense tour stalinienne qui domine la ville. Elle semble à la fois imposante et hors du temps, comme un vestige d'une ère révolue, symbole d'une autre époque. De là, nous partons pour le centre-ville. Les rues sont animées, les cafés débordent de monde. Nous continuons vers la vieille ville, miraculeusement reconstruite après sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous admirons les façades colorées, dont les ornements baroques et gothiques ont été restaurés avec soin. Ces petites échoppes, ces artistes de rue, non loin de là, le château royal de Varsovie, majestueux dans sa simplicité. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale polonaise. Sa façade élégante, en briques rouges, domine la place du château, créant une impression de grandeur. Sa structure massive est flanquée de 2 grandes tours. Et l'imposant colonne Sigmund III qui trône fièrement, rappelant le passé royal de la ville. Nous empruntons la route royale. Elle nous mène directement au parc Lazienki, un havre de paix au cœur de la ville, où le célèbre palais d'eau se reflète dans les bassins. L'endroit est calme, presque méditatif, et nous prenons le temps de nous reposer à l'ombre des arbres centenaires. Construit au XVIIIe siècle pour le roi Stanislas II, ce palais était son refuge, loin de l'agitation de la cour. Ici, dans ce cadre serein, il organisait des réceptions raffinées. Tout autour, ce parc s'étend comme un écrin de verdure, parsemé de sculptures et de petits pavillons, offrant une parenthèse de calme au cœur de Varsovie. De retour sur les rues pavées de la vieille ville, soudain se dresse devant nous la Barbacane, imposante et robuste. Ce vestige médiéval, avec ses murs de briques rouges et ses tours rondes, semble tout droit sorti d'une autre époque. Construite au XVIe siècle pour protéger la ville, la Barbacane relie les fortifications qui entouraient Varsovie autrefois. Autrefois, des soldats surveillaient ses remparts, prêts à défendre la cité contre les envahisseurs.
Aujourd'hui, la Barbacane est le témoin silencieux du passé, une porte entre l'histoire et la modernité de Varsovie. Après un court passage par le mémorial de 1945, nous décidons de découvrir le célèbre palais Wilanów, véritable joyau baroque de la Pologne. Une fenêtre sur une époque glorieuse, un voyage dans le passé. Alors que nous passions les grilles du parc, le majestueux palais se dessina devant nous, avec ses façades colorées et ses jardins à la française. Le roi Jean III Sobieski, célèbre pour ses victoires militaires, avait fait construire ce palais pour sa bien-aimée, Marie Casimir, symbole de leur amour et de sa puissance. Nous avons pris un bon moment pour contempler les façades du palais, une merveille d'architecture. Après avoir fait le tour du château, nous nous sommes perdus dans les allées du parc, longeant des étangs paisibles, admirant les statues de marbre qui semblaient veiller sur les lieux depuis des siècles. Après avoir passé 2 heures à explorer ce trésor historique, nous prenons un dernier moment pour contempler la façade du palais. Nous quittons la capitale de cette ville à l'histoire si riche, où le passé et le présent cohabitent dans une harmonie étonnante. C'est ainsi que notre voyage en Pologne s'achève, avec la promesse de revenir un jour explorer davantage de trésors que ce pays a à offrir.